Bonjour et bienvenue à ce webinaire d'introduction au parrainage des réfugiés. Il est actuellement 13 heures, heure de l'Est à ma montre. Et puis, on va encore attendre quelques minutes avant de commencer. Question de donner le temps à d'autres participants encore de nous rejoindre. Alors, on va donc commencer officiellement à 13h05, heure de l'Est. Je vous demande donc de rester en ligne encore quelques minutes et puis merci de votre patience, surtout pour ceux qui nous ont rejoints à l'avance. Alors, on se reparle à 13h05, heure de l'Est. À bientôt. Alors, rebonjour à ceux qui étaient déjà là et bonjour à ceux qui viennent de se joindre à nous. Il est 13h05, heure de l'Est, alors on va commencer le webinaire. Je m'appelle Lydia Yarmash et je suis la formatrice francophone du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés. On est très heureux de lancer une série de 3 webinaires en français portant sur les principes essentiels du parrainage de réfugiés au Canada. Et merci beaucoup à vous de vous être joints à nous. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, c'est le premier webinaire de cette série. Il portera sur les critères de qualification et d'admissibilité pour les réfugiés ainsi que pour les groupes au Canada qui parrainent ces réfugiés. Le webinaire s'adresse à un public général et ne présume aucune connaissance préalable des programmes de parrainage des réfugiés. Et les webinaires suivants porteront sur la démarche de préparation d'une demande de parrainage et sur les responsabilités des groupes de parrainage. Alors, voici les sujets qu'on va aborder au cours de la prochaine heure. Premièrement, on va commencer par des remarques d'ordre technique sur le fonctionnement de la plateforme GoToWebinar et je vous donnerai un survol du panneau de configuration. Deuxièmement, je vais vous parler rapidement du programme pour lequel je travaille, le programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés ou le PFPR. Troisièmement, je vais expliquer ce qu'est le parrainage des réfugiés par le secteur privé. Quatrièmement, on va voir qui peut être parrainé. Et cinquièmement, on verra qui peut parrainer les réfugiés. Sixièmement, on va parler des preuves de statut de réfugié. Septièmement, je vais vous donner un très bref survol des responsabilités des groupes de parrainage. Et finalement, on aura quelques minutes à la fin pour que vous posiez des questions. Alors, parmi les participants d'aujourd'hui, on a un public assez varié, d'après ce que j'ai pu voir. On a des individus qui s'intéressent au parrainage et des représentants d'organismes parraineurs, ainsi que des travailleurs en établissement. Les renseignements partagés seront donc d'ordre plutôt général, mais si vous voulez des renseignements ou des formations plus adaptées à votre cas, vous pouvez m'écrire après le webinaire. Je vais vous donner mes coordonnées. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se servir de la plateforme GoToWebinar, quelque part sur votre écran, vous devriez voir un panneau de configuration semblable à celui que je vous montre à l'écran en ce moment. Celui que vous voyez est peut-être en français, j'en suis pas sûre. Alors, je vais vous donner quelques précisions sur les fonctionnalités de ce panneau. Si vous voulez réduire le panneau de configuration, si vous trouvez qu'il prend trop de place sur votre écran, vous pouvez cliquer sur la flèche orange que je vous montre en ce moment. Mais plus tard, si vous voulez agrandir le panneau, il suffit de recliquer sur cette même flèche orange. Vous pouvez vérifier votre son en cliquant dans la section audio du panneau de configuration pour vérifier que vos haut-parleurs ou votre casque d'écoute sont bien connectés. Et puis finalement, pour l'instant, votre son est coupé, donc je ne vous entends pas. Mais on aura quelques minutes pour des questions à la fin du webinaire. Alors, vous pourrez me soumettre des questions de 2 façons différentes. Vous pourrez soit lever la main en cliquant sur l'icône de la main et pendant la séance de questions et de réponses, je vais allumer votre micro pour que vous puissiez poser votre question oralement. Et la deuxième façon pour poser une question, c'est que vous pouvez taper votre question
dans la boîte au bas du panneau de configuration. Je serai la seule à pouvoir voir ces questions. Elles ne seront pas partagées avec les autres participants. Et puis pendant la séance de questions et réponses, je vais lire les questions dans l'ordre dans lequel je les recevrai. Alors, si vous avez une question pendant la présentation, puis vous avez peur de l'oublier, vous pouvez la taper tout de suite dans cette boîte, et puis j'y répondrai plus tard. Et puis, vous pouvez aussi vous servir de cette boîte si vous avez des problèmes techniques. Par exemple, si vous ne pouvez pas m'entendre, ou encore si vous ne voyez pas la présentation. Alors, vous pouvez également taper dans cette boîte tout problème technique et j'essaierai de le régler pour vous. Et puis, vous pouvez même maintenant, puisque je ne vous entends pas, alors si vous m'entendez bien, est-ce que vous pourriez taper oui dans la boîte de questions pour que je m'assure que vous êtes bien là et que vous m'entendez. Je vois que Louisa m'entend bien. Je m'en réjouis. Bonjour Louisa. Pour les autres, si ça vous dérange pas de me taper oui, juste pour que je sache bien que vous êtes là. Ben, sinon, on va commencer la présentation pour vrai là. Alors, je vais d'abord vous expliquer donc le mandat du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés ou le PFPR. C'est un programme qui est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou IRCC, que plusieurs d'entre vous connaissez très bien. Alors, ce programme, il forme et informe les groupes au Canada qui souhaitent parrainer des réfugiés. On travaille avec les groupes de parrainage à l'extérieur du Québec, qui a conclu une entente distincte en matière de réinstallation des réfugiés. Alors, toute cette présentation portera uniquement sur le parrainage de réfugiés à l'extérieur du Québec, donc dans le reste du Canada. Si jamais il y avait des questions, des personnes qui écoutent aujourd'hui, qui habitent au Québec, vous pouvez m'envoyer un courriel après le webinaire et je vous enverrai des ressources appropriées. Mais sinon, on se concentre sur le reste du Canada. Alors, le PFPR offre des formations en personne ou en ligne, non seulement pour les parrains, mais aussi pour toute autre personne qui s'intéresse au parrainage des réfugiés, en particulier les intervenants auprès des parrains ou des réfugiés parrainés, comme par exemple les travailleurs en établissement. On prépare également des ressources sur le parrainage qui sont disponibles sur notre site web à l'adresse qui est à l'écran, www.rstp.ca. Et puis le gros de notre travail, c'est vraiment de répondre aux questions sur le parrainage des réfugiés et de vérifier les formulaires de demande de parrainage avant qu'ils soient soumis au gouvernement. Et finalement, tous nos services sont offerts tout à fait gratuitement. Alors là, on va se lancer finalement dans le vif du sujet. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de parrainage de réfugiés par le secteur privé? Alors, en bref, c'est un programme d'immigration qui permet la réinstallation de réfugiés au Canada grâce au soutien financier et à l'aide à l'établissement fournie par des groupes ou organismes privés et non par le gouvernement. Ce soutien dure en général pendant 12 mois ou jusqu'à ce que les réfugiés puissent subvenir à leurs propres besoins. Alors, pour vous donner un peu plus de contexte, je vais vous parler brièvement de tous les programmes qui permettent la réinstallation de réfugiés au Canada. Alors, il y a 4 programmes de réinstallation de réfugiés au Canada. Et puis, il y a aussi 4 critères principaux qui permettent de distinguer ces 4 programmes. Et puis, ces 4 critères, ce sont ceux que vous voyez ici sur le côté du tableau. Alors, d'abord, il y a la question de voir qui se charge du soutien financier des réfugiés après leur arrivée. Deuxièmement, qui se charge du soutien à l'établissement des réfugiés dans leur nouvelle communauté. Troisièmement, qui a recommandé les réfugiés au ministère de l'Immigration du Canada. Et puis, le 4e critère, il est en 2 parties, en fait. La première question, c'est est-ce qu'il y a un groupe de parrainage issu du secteur privé qui est impliqué dans la réinstallation des réfugiés dans ce programme? Et si oui,
est-ce que les membres de ce groupe de parrainage connaissent le ou les réfugiés au moment de faire la demande de parrainage? Alors, commençons par le programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement. Alors, par rapport au soutien financier, c'est le gouvernement fédéral du Canada qui fournit tout le soutien financier aux réfugiés dans ce programme. Par rapport à l'aide à l'établissement, elle est assurée par le gouvernement fédéral, mais par l'entremise d'un fournisseur de services désigné et financé par le gouvernement. Et puis, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui recommande les réfugiés au gouvernement fédéral, au ministère de l'Immigration. Et puis, comme le nom de ce programme l'implique, le gouvernement s'occupe de tout dans ce programme. Donc, il n'y a pas de groupe de parrainage issu du secteur privé qui est impliqué dans la réinstallation. Alors, la question de si le groupe de parrainage connaît le réfugié au moment de faire la demande ne se pose pas du tout. Mais ça change un peu avec le programme suivant qui s'appelle le programme d'aide conjointe. Et c'est un programme qui vise les réfugiés qui ont des besoins spéciaux et qui, par conséquent, requièrent un soutien accru. Ce sont, par exemple, les réfugiés dans ce programme, des personnes ayant un handicap physique ou des victimes de torture souffrant d'un traumatisme sévère ou encore des familles monoparentales très nombreuses. Alors, par rapport au soutien financier, c'est encore une fois le gouvernement fédéral qui l'assure. Par contre, par rapport au soutien à l'établissement, dans un premier temps, il est toujours fourni par un fournisseur de services désigné et financé par le gouvernement fédéral. Mais puisque les réfugiés dans ce programme ont besoin d'un soutien accru, après un certain temps, il y a un groupe de parrainage issu du secteur privé qui prend le relais et qui assure le reste de l'aide à l'établissement et à l'intégration aux réfugiés parrainés. Par rapport à qui recommande les réfugiés au gouvernement fédéral, c'est encore une fois le HCR, donc le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et puis, dans le cadre de ce programme, le groupe de parrainage qu'on a vu qui assure une grosse partie du soutien à l'établissement, eh bien, il ne connaît pas les réfugiés qu'il va parrainer au moment de soumettre la demande pour parrainer ce groupe. Ensuite, il y a le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Puisque le nom est très long, vous comprendrez qu'on essaie de l'abréger en programme mixte des RDBV. Alors, comme vous pouvez le voir en regardant le tableau, le groupe de parrains joue un rôle de plus en plus important dans ce programme. Alors, par rapport au soutien financier, en fait, c'est un programme où le gouvernement fédéral et le groupe de parrains se partagent les frais. On verra ça dans plus de détails plus tard dans la présentation. Par contre, par rapport au soutien à l'établissement, alors là, c'est le groupe de parrainage qui s'occupe de tout organiser, lui tout seul. Mais par contre, par rapport à la recommandation pour réinstaller ce réfugié, c'est toujours le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, qui recommande les réfugiés au ministère de l'Immigration fédéral. Et puis finalement, le groupe de parrainage qui est impliqué dans ce type de parrainage, même s'il effectue plusieurs tâches, il accepte de se faire jumeler avec des réfugiés qu'il ne connaît pas au moment de faire la demande, les réfugiés avec lesquels ils n'ont aucun lien. Et là, on en arrive à notre dernier programme, le programme des réfugiés parrainés par le secteur privé. En jetant un coup d'œil à la colonne, vous pouvez voir que c'est un programme qui est assez différent des trois autres qu'on vient de voir. Alors, par rapport au soutien financier, c'est le groupe de parrains issus du secteur privé qui doivent assurer tout le soutien financier aux réfugiés parrainés. Par rapport au soutien à l'établissement, c'est encore une fois ce même groupe de parrainage qui doit organiser toutes les activités liées à l'établissement et à l'intégration des personnes parrainées.
Et puis la grosse différence, ce qui fait vraiment la particularité de ce programme par rapport aux autres, c'est que dans ce cas-ci, le groupe de parrains peut recommander un ou des réfugiés qu'il veut parrainer au gouvernement fédéral du Canada. Et puis, il en découle assez logiquement, donc, que ces parrains connaissent ou ont un lien quelconque avec les réfugiés parrainés au moment de soumettre la demande pour les parrainer. Alors, dans le webinaire d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux derniers programmes, à savoir le programme mixte des RDBV, le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas, et puis le programme des réfugiés parrainés par le secteur privé. Alors, voyons maintenant de qui on parle quand on parle de réfugiés dans le cadre du parrainage. En d'autres mots, qui peut être parrainé? Alors, la première question qui se pose quand vous envisagez de parrainer un réfugié, c'est qui vous allez parrainer. Et votre réponse à cette question détermine dans le cadre de quel programme vous allez parrainer. Alors, si vous avez une personne précise en tête que vous voulez parrainer, vous allez parrainer dans le cadre du programme de parrainage privé des réfugiés. Donc, c'est vous, les parrains, qui allez désigner là où les personnes que vous voulez parrainer. Mais si vous avez tout simplement vraiment envie de parrainer un réfugié, parce que vous savez qu'il y a un grand besoin, mais que vous ne connaissez personne en particulier, vous allez donc accepter de vous faire jumeler avec des réfugiés que vous ne connaissez pas et vous allez parrainer dans le cadre du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas, le programme mixte des RDBE. Alors, on va commencer par les critères de qualification pour les réfugiés dans le cadre du programme de parrainage privé des réfugiés. Donc, disons que on fait partie d'un groupe de parrainage qui veut parrainer une personne précise. Voyons voir maintenant si cette personne répond aux critères nécessaires pour qu'elle soit acceptée dans le programme. Alors, pour être parrainé en tant que réfugié, une personne doit avoir un groupe de parrainage au Canada. Alors, les réfugiés eux-mêmes ne peuvent pas déposer une demande pour être parrainés. Et puis, en plus, ce sont les groupes de parrainage qui doivent déclencher la demande de parrainage et non pas les réfugiés. Ensuite, pour être parrainé, une personne, un réfugié, doit se trouver à l'extérieur de son pays d'origine ou de résidence habituelle. Donc, une personne qui se trouve dans un pays où il y a beaucoup de conflits, elle ne peut pas se faire parrainer en autant qu'elle soit encore à l'intérieur de son pays. Il faut qu'elle ait traversé une frontière internationale pour être admissible à ce programme. Et finalement, c'est pas finalement en fait, mais c'est le troisième point pour cette première diapositive. Pour être parrainé, un réfugié doit aussi se trouver à l'extérieur du Canada, ce qui signifie que le programme ne s'adresse malheureusement pas aux demandeurs d'asile qui sont déjà au Canada. Alors, si vous ne retenez que deux choses de tout ce webinaire, ça devrait être ces deux derniers points-là, que pour parrainer un réfugié en particulier que vous connaissez, il doit se trouver à l'extérieur de son pays d'origine et il ne doit pas non plus se trouver au Canada au moment de soumettre la demande pour le parrainer. Mais ça n'est pas fini. Il y a encore d'autres critères de qualification. Alors de plus, pour être parrainé en tant que réfugié, une personne ne doit pas avoir accès à une autre solution durable. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas ou ne veut pas retourner dans son pays d'origine ou de résidence habituelle parce que les conditions dans ce pays ne se sont pas encore améliorées de façon importante ou durable. La personne ne pourra donc pas retourner vivre dans son pays en sécurité et dans la dignité. Et il doit également être impossible pour le réfugié parrainé de s'intégrer dans le pays où il se trouve actuellement, c'est-à-dire le pays d'accueil ou le pays de refuge, donc le pays vers où la personne a fui. Et il doit être impossible ou très difficile pour cette personne de s'intégrer, soit parce qu'elle ne peut pas y rester de façon permanente, soit
parce qu'elle ne pourra jamais participer librement à la société de ce pays. C'est-à-dire qu'elle elle ne pourra jamais jouir de droits comme, par exemple, le droit au libre déplacement, le droit au travail, le droit d'inscrire ses enfants à l'école. Et puis finalement, pour être parrainé, un réfugié doit répondre à l'une des deux définitions de réfugié du gouvernement du Canada. La première de ces définitions, c'est la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. Et pour correspondre à cette catégorie, une personne doit avoir une crainte raisonnable d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Et la deuxième de ces définitions, c'est celle de la catégorie des personnes de pays d'accueil. Et pour correspondre à cette catégorie, une personne doit avoir subi des conséquences graves ou personnelles en raison d'une guerre civile, d'un conflit armé ou d'une violation massive des droits de la personne. Et même si un réfugié répond à tous les critères qu'on vient de voir, il sera également soumis à un certain nombre de contrôles avant d'être admis au Canada. Ces contrôles sont tout d'abord le contrôle médical qui est effectué pour vérifier si le réfugié est atteint de problèmes de santé qui pourraient menacer la santé publique au Canada. C'est-à-dire, par exemple, si le réfugié souffre de l'Ebola ou de la tuberculose ou du Zika, on lui donnera la possibilité de se soigner, mais s'il ne réussit pas à se soigner, il sera probablement refusé d'accès au Canada. Mais par contre, si le réfugié que vous voulez parrainer a un cancer ou le diabète ou une autre maladie chronique, ces maladies-là ne représentent pas une menace pour le public canadien. Donc, une personne qui souffre de maladies chroniques ne sera pas refusée d'accès au Canada si elle est parrainée dans le cadre de programmes de réinstallation de réfugiés. Ensuite, le deuxième contrôle, c'est le contrôle de sécurité. Pour vérifier si le réfugié a participé à un conflit armé, s'il a été membre d'un groupe ou d'une organisation terroriste ou qui a commis des activités subversives, s'il a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou s'il a participé à un génocide. Si la réponse à l'une de ces questions c'est oui, il y a de fortes chances que la personne sera refusée, qu'elle ne sera pas permise d'entrer au Canada. Et finalement, il y a le contrôle d'antécédents criminels pour vérifier si le réfugié a commis un acte qui est considéré comme un crime au Canada. Alors là, il faut aussi faire attention parce que le simple fait d'avoir été arrêté ou emprisonné dans son pays d'origine ne signifie pas automatiquement que la personne sera refusée d'entrer au Canada. Il faut vraiment que le crime que l'activité commise qui a été considérée comme un crime ait un correspondant au Canada. Alors, par exemple, si la personne que vous voulez parrainer a été arrêtée ou emprisonnée parce qu'elle a parlé contre le gouvernement de son pays, eh bien, jusqu'à présent, le fait de parler contre le gouvernement du Canada, ça n'est pas encore considéré comme un crime et on espère que ça restera ainsi. Alors, une personne qui a été arrêtée parce qu'elle a parlé contre le gouvernement de son pays ne sera pas refusée d'accès au Canada. Il faut vraiment que ça soit un crime au Canada et le simple fait, encore une fois, d'avoir été arrêté ou emprisonné ne disqualifie pas automatiquement une personne du parrainage. Alors, voilà les critères de qualification pour le programme de parrainage privé des réfugiés. Bien sûr, si vous avez des questions, on pourra en reparler dans la séance des questions et réponses à la fin du webinaire. Alors, on va maintenant voir qui peut être parrainé dans le cadre du programme mixte des RDBV, c'est-à-dire des réfugiés désignés par un bureau des visas.
Alors, ce programme, on pourrait dire qu'il est plus facile pour les parents en quelque sorte, parce que les réfugiés ont déjà été identifiés et approuvés par le gouvernement du Canada au moment où les parents soumettent la demande de parrainage. Ça signifie que le gouvernement a préalablement vérifié que le réfugié correspondait aux critères de qualification pour être réinstallé en tant que réfugié et que les contrôles d'admissibilité ont déjà été effectués. Donc, les réfugiés désignés par un bureau de visa sont prêts à voyager et n'attendent vraiment que d'être jumelés avec un groupe de parrainage avant d'être réinstallés au Canada. Alors, vous vous demandez peut-être qui sont ces réfugiés désignés par un bureau des visas et pourquoi ils ont déjà été approuvés par le gouvernement. Eh bien, le Haut Commissariat pour les réfugiés les a recommandés pour une réinstallation urgente parce que ce sont des personnes particulièrement vulnérables. Ce bassin de réfugiés comprend des femmes et des filles en péril, des personnes LGBTQ2, des survivants ou survivantes de violences et de torture, et des personnes pour qui la réinstallation est la seule solution viable et durable dans un avenir proche. Alors, parmi les populations prioritaires identifiées par le HCR se trouvent des Syriens et des Irakiens, des Érythréens et des Éthiopiens, des Congolais et des Burundais, des Soudanais, des Somaliens et des Ougandais et des Colombiens. Ce sont vraiment les populations principales. Il y a aussi des ressortissants d'autres pays qui se trouvent dans ce bassin également. Alors, on va maintenant passer à notre prochain sujet, qui peut parrainer des réfugiés? Alors d'abord, il est très important de retenir que le parrainage des réfugiés au Canada, c'est quelque chose qui se fait en groupe. Un individu tout seul ne peut pas parrainer un réfugié. Il y a 3 types de groupes de parrainage au Canada. Il y a les signataires d'entente de parrainage, les groupes de 5 et les répondants communautaires. Ces groupes sont les mêmes, peu importe le programme dans le cadre duquel vous parrainez. Et on va parler de chaque type de groupe de parrainage à tour de rôle. Alors, on va commencer par les signataires d'entente de parrainage ou les CEP. Les CEP sont des organismes constitués en société ou incorporés, comme on dirait en langage plus courant, qui ont signé une entente avec le ministère fédéral de l'immigration pour parrainer des réfugiés de façon continue. Et la clé, c'est vraiment de façon continue. On pourrait dire qu'ils se sont préqualifiés pour parrainer. Ils ne sont donc pas obligés de se requalifier, de redémontrer leur capacité chaque fois qu'ils veulent parrainer un réfugié. Les CEP peuvent parrainer eux-mêmes des réfugiés, mais le plus souvent, ils collaborent avec des partenaires qui, eux, font le gros du travail auprès des réfugiés parrainés. Ces partenaires s'appellent des groupes constitutifs, si ce sont des organismes qui veulent parrainer de façon continue, ou des co-répondants, si ce sont des individus ou des groupes qui veulent parrainer une fois ou seulement de temps en temps. Alors, les groupes constitutifs, ce sont des organismes qui ont été autorisés par un CEP pour parrainer des réfugiés en vertu de l'entente de ce CEP avec le gouvernement. L'exemple type d'un CEP avec des groupes constitutifs, c'est un diocèse catholique romain. Alors, dans plusieurs villes canadiennes, les diocèses catholiques sont des CEP, c'est même des CEP très importants. Et les paroisses individuelles sont des groupes constitutifs de ce diocèse. Ce sont les paroisses individuelles qui accueillent les réfugiés parrainés et font le travail concret de parrainage dans cet exemple-ci. Quant aux co-répondants, ce sont des individus ou des groupes d'individus qui ont également été autorisés à parrainer en vertu de l'entente du CEP. Ce sont en général des membres de la famille ou des amis du réfugié parrainé. Alors, je vais vous donner quelques précisions supplémentaires sur les CEP. Ils comprennent des organismes religieux, ethniques, communautaires ou humanitaires. Il y a aussi des CEP qui sont des organismes d'aide aux nouveaux arrivants, ce qui est très pratique.
Chaque CEP a un nombre maximal de réfugiés qu'il peut parrainer chaque année. Et ça, c'est très important à savoir parce que les CEP reçoivent beaucoup de demandes pour parrainer des réfugiés ou pour collaborer avec des co-répondants ou des groupes constitutifs. Donc, ils ont souvent des listes d'attente très longues. Donc, c'est à savoir si vous voulez aborder un CEP, les listes d'attente risquent d'être assez longues. Ensuite, chaque CEP a sa façon particulière de collaborer avec ses groupes constitutifs et ses co-répondants. Donc, même si vous avez déjà travaillé avec un CEP par le passé, si vous vous associez à un nouveau CEP, à un autre CEP, ne vous imaginez pas que les règles du nouveau CEP seront les mêmes que celles de l'autre CEP avec lequel vous avez travaillé. Ensuite, le CEP détient la responsabilité finale du parrainage, même s'il collabore avec des groupes constitutifs et des co-répondants. Comme je l'ai déjà dit à quelques reprises, ce sont souvent les groupes constitutifs et les co-répondants qui font le gros du travail auprès des réfugiés, mais c'est le nom du CEP qui apparaît quand même sur la demande de parrainage. Le CEP ou son groupe constitutif ou le co-répondant doit se trouver dans la collectivité où la personne parrainée va s'établir. Et puis, il y a actuellement 123 CEP au Canada, à l'extérieur du Québec. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver la liste de tous les CEP au Canada en ligne sur le site web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à l'adresse qui est à l'écran. Et je vais aussi vous envoyer cette adresse dans le courriel de suivi à la fin du webinaire. Cette liste est organisée par province et peut être triée par ville. Ensuite, le deuxième type de groupe de parrainage, ce sont les groupes de 5. Alors, comme le nom l'implique, un groupe de 5 est composé d'au moins 5 citoyens ou résidents permanents du Canada. Les groupes de 5 parrainent en général au cas par cas. Ils n'ont pas d'entente continue avec le gouvernement, contrairement au CEP. Et donc, chaque fois qu'un groupe de 5 veut parrainer, il doit prouver au gouvernement fédéral qu'il a la capacité de le faire. Alors, chaque membre d'un groupe de 5 doit répondre aux critères suivants. Il doit être âgé de 18 ans ou plus et doit résider dans la collectivité où le réfugié a prévu de s'installer. Et de plus, chaque groupe de 5 sera évalué selon sa capacité financière pour soutenir un ou des réfugiés pendant un an. Donc, les membres du groupe qui contribuent au soutien financier devront soumettre des preuves de leurs revenus, telles qu'une attestation bancaire, au moment de faire la demande. Mais on en parlera davantage dans le webinaire suivant. Et chaque groupe de 5 sera aussi évalué selon sa capacité d'offrir du soutien à l'établissement et à l'installation aux réfugiés pendant un an. Et on va maintenant voir le troisième type de groupe de parrainage, ce sont les répondants communautaires. Il s'agit d'organisations, d'associations ou même d'entreprises. Les répondants communautaires doivent être enregistrés, mais ils ne sont pas forcément incorporés ou constitués en société, contrairement au CEP. Ils peuvent l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Et surtout, la grosse différence avec les CEP, c'est qu'ils n'ont pas conclu d'entente de parrainage continue avec le gouvernement. Donc, ils parrainent au cas par cas, comme les groupes de 5, et ils doivent faire évaluer leur capacité de parrainer un réfugié chaque fois qu'ils veulent le faire. Les répondants communautaires doivent eux aussi être situés dans la collectivité où le réfugié va s'installer. Ils doivent évidemment avoir la capacité financière de soutenir des réfugiés ainsi que de les aider à s'établir pendant un an. Puisque les répondants communautaires puisque des entreprises peuvent être des répondants communautaires, je vais préciser que les répondants communautaires doivent parrainer pour des motifs humanitaires et non à but lucratif, c'est-à-dire que l'entreprise doit parrainer pour sauver des vies et non pour trouver une main-d'œuvre peu chère. Et les répondants communautaires peuvent eux aussi collaborer avec des partenaires de parrainage comme les CEP. Et ces partenaires, ça peut être soit un autre organisme, soit des individus également.
Alors, on va maintenant passer aux preuves de statut de réfugié. On change de sujet. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une preuve de statut de réfugié? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, c'est un document qui déclare qu'une personne a été reconnue légalement comme réfugié par le Haut Commissariat pour les réfugiés ou par le gouvernement du pays d'accueil. Alors, à quoi ressemble une preuve de statut de réfugié? Ce document peut prendre plusieurs formes différentes. Il n'y a pas de format unique de preuve de statut de réfugié. Ça peut être soit un certificat de réfugié du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui s'appelle aussi une lettre de mandat de protection, ou encore ça peut être une carte ou un certificat ou une lettre émise par le gouvernement du pays d'accueil ou de refuge. Ces documents peuvent avoir des noms très différents. Parfois, le document s'intitule certificat de réfugié, donc c'est très transparent comme titre, on ne peut pas s'y tromper. Mais parfois, il y a aussi des documents qui s'appellent attestation de composition familiale, ce qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec le parrainage avec le statut de réfugié, pardon. Mais pourtant, ce document indique quand même que les personnes qui se trouvent sur ce document ont été reconnues légalement comme réfugiés. Donc, ce document constitue une preuve de statut de réfugié. Alors, ce n'est pas le format qui compte, mais plutôt ce que le document dit. L'essentiel, c'est de trouver les mots reconnus comme réfugiés dans ce document. Mais il faut faire attention parce que ce ne sont pas tous les documents émis par le HCR ou par le gouvernement du pays d'accueil qui sont acceptés comme une preuve valable du statut de réfugié. Alors, par exemple, la personne que vous voulez parrainer pourrait avoir un certificat de demandeur d'asile. Ce document n'est en général pas accepté comme une preuve de statut de réfugié parce qu'il indique que la personne qui possède ce document n'a pas encore été reconnue comme réfugiée. Elle est encore en attente du processus au terme duquel elle sera déclarée officiellement comme réfugiée. Alors, comment savoir si la personne que vous voulez parrainer possède de bons documents? Encore une fois, la clé, c'est vraiment de rechercher les mots reconnus comme réfugiés quelque part dans ce document. Mais je dois avouer que dans certains cas, malheureusement, c'est pas très clair. Et la seule façon de savoir si vous avez le bon document, c'est malheureusement de soumettre la demande au gouvernement qui décidera s'il accepte ce document ou non. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ces documents de preuve de statut de réfugié? Est-ce que tous les réfugiés qui se font parrainer ont besoin d'un tel document? Eh bien, pas nécessairement. Ça dépend du type de programme dans lequel ils sont parrainés et du type de groupe de parrainage. Alors, premièrement, ce document, cette preuve de statut de réfugié, est seulement requise dans le programme de parrainage privé des réfugiés, c'est-à-dire lorsque les parrains désignent le réfugié qu'ils veulent parrainer. Lorsque c'est un bureau des visas qui désigne le réfugié qui sera parrainé, le groupe de parrainage n'est pas obligé de soumettre ce document dans son dossier de demande. Ensuite, par rapport au type de groupe de parrainage, dans le programme de parrainage privé des réfugiés, les réfugiés qui se font parrainer par un CEP ou un de ses groupes constitutifs ou correspondants n'ont pas besoin de preuve de statut de réfugié. Par contre, les réfugiés qui se font parrainer par un groupe de 5 ou un répondant communautaire doivent bel et bien posséder une preuve de leur statut de réfugié et doivent soumettre cette preuve avec le dossier de demande de parrainage. Alors maintenant, pour conclure, je vais vous donner un aperçu très, très bref des responsabilités d'un groupe de parrainage. Ça sera juste un petit avant-goût parce que je vais présenter un webinaire au début du mois de janvier qui donnera beaucoup plus de détails sur les responsabilités. Mais juste pour vous donner une idée, comme j'ai déjà évoqué à quelques reprises, les groupes de parrainage doivent fournir du soutien à l'établissement et du soutien financier aux personnes parrainées. Pour vous donner une idée de ce que je veux dire par soutien à l'établissement, ça veut dire aider la personne parrainée à s'intégrer et à s'adapter à la vie dans sa nouvelle communauté. Ça comprend une longue liste de tâches qu'on verra dans notre troisième webinaire, comme par exemple aider la personne parrainée à trouver un logement, l'aider à trouver un service de recherche d'emploi,
mais aussi lui expliquer comment fonctionne, par exemple, le transport en commun dans la communauté et aussi la mettre en contact avec des activités communautaires. Le soutien à l'établissement et à l'intégration doit durer pendant 1 an après l'arrivée du réfugié parrainé au Canada. Quant au soutien financier, il doit aussi durer pendant 1 an ou jusqu'à ce que le réfugié parrainé devienne autonome, selon la première éventualité. Et par autonome, je veux dire qu'il est en mesure de subvenir à ses propres besoins. Alors, le soutien financier doit couvrir les dépenses essentielles des réfugiés et il comporte 2 composants. Il y a premièrement les coûts de démarrage qui représentent tout ce dont une personne a besoin pour s'installer dans un nouveau logement, dont le loyer du premier mois et les meubles. Et deuxièmement, il y a les coûts mensuels récurrents qui correspondent grosso modo à un salaire mensuel pour couvrir les dépenses quotidiennes et récurrentes. Alors, dans le programme de parrainage privé des réfugiés, donc le programme où les parrains désignent le réfugié qu'ils veulent parrainer, les parrains sont responsables d'organiser tout ce soutien financier et non financier eux-mêmes. Dans le programme mixte des RDBV, donc le programme où les bureaux de visa désignent des réfugiés qui seront jumelés avec un groupe de parrainage, les parrains sont responsables du soutien à l'établissement, des coûts de démarrage et de 6 mois de soutien aux revenus. Le gouvernement verse les autres 6 mois de soutien aux revenus. C'est donc un programme de partage de frais entre les parrains et le gouvernement, comme je l'avais dit au début. Alors, je sais qu'en ce moment, vous vous demandez probablement à quoi ressemble concrètement la somme qui doit être versée par le groupe de parrainage et je vous promets que je vous donnerai la réponse dans les webinaires suivants. Mais on a déjà couvert beaucoup de matière et je ne veux pas vous retenir pendant trop longtemps, mais je veux aussi vous donner la possibilité de poser des questions sur ce qu'on a vu. Alors, je vais arrêter la présentation ici. Et merci beaucoup de patienter jusqu'au prochain webinaire pour en savoir davantage sur le soutien financier. Mais avant de vous passer la parole, je veux juste vous rappeler ou vous annoncer l'horaire des 2 prochains webinaires. Alors, le prochain webinaire portera sur les étapes d'une demande de parrainage de réfugiés et les personnes ressources clés à qui s'adresser avant et après l'arrivée des réfugiés. Il aura lieu le mardi 17 décembre à 13h, heure de l'Est, encore une fois, donc dans 3 semaines et 1 jour. Et le troisième webinaire s'intitule « Plein feu sur les responsabilités des groupes qui parrainent des réfugiés » et il aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à 13h, heure de l'Est, encore une fois. J'espère que vous serez des nôtres et maintenant je vais vous passer la parole. Je vais d'abord vous montrer mes coordonnées. Donc, ce webinaire a été enregistré. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Mais vous pourrez quand même écouter la présentation à votre loisir à nouveau, encore une fois. Alors là,